Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau décryptage. C'est toujours un immense plaisir de plonger dans des sujets un peu complexes pour les rendre totalement limpides. Aujourd'hui, on met en lumière une mécanique absolument fascinante, le droit du travail français. Notre objectif, découvrir exactement qui tire les ficelles et dicte nos conditions de travail au quotidien. Et vous allez voir, la réponse est bien plus nuancée qu'il n'y paraît. Alors posez-vous la question, qui écrit vraiment les règles sur notre lieu de travail? Instinctivement, on pourrait se dire que c'est l'État qui décide de tout, du salaire jusqu'aux horaires. Mais c'est pas tout à fait ça. Si le gouvernement fixe bien une ligne de base, la réalité sur le terrain, elle, est étonnamment dynamique. Il y a en fait de multiples acteurs qui interagissent en permanence pour façonner les lois qui encadrent notre emploi. Bon, allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre plan de route. On va d'abord voir les fondements juridiques, ensuite le fameux droit négocié, la tension entre la faveur et la dérogation, un focus sur les négociateurs et on terminera par les exceptions pour les petites entreprises. C'est parti! Première étape de notre décryptage, les fondements juridiques. Parce que pour bien comprendre les règles du monde professionnel, c'est absolument indispensable de démarrer tout en haut de la hiérarchie. Imaginez un immense entonnoir. Tout en haut, à la toute première étape, on trouve les traités internationaux. On pense notamment à l'Organisation internationale du travail qui impose des normes mondiales, comme l'abolition du travail des enfants, tout simplement. Ensuite, à l'étape 2, ça redescend vers le droit européen, avec des textes fondateurs comme le traité de Rome ou des directives qui viennent harmoniser des choses comme le temps de travail. Et enfin, tout ça ruisselle vers l'étape 3, notre droit national français. Ça englobe notre constitution qui garantit le droit de grève, par exemple, et bien sûr les lois classiques. Mais tenez, voici un fait du quotidien particulièrement surprenant pour bien ancrer ce concept. En France, quand il s'agit d'augmenter le fameux SMIC, le salaire minimum, eh bien figurez-vous que ce n'est pas le Parlement qui débat et qui vote. C'est en réalité le gouvernement qui dicte ça directement via des décrets et des arrêtés. Pourquoi? Eh bien ça permet tout simplement d'appliquer la loi de manière beaucoup plus rapide et réactive. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le droit négocié. Car oui, la pyramide bien rigide qu'on vient de voir, c'est loin d'être toute l'histoire. Place à la réalité du terrain. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le droit négocié, c'est quoi? Au lieu de se reposer uniquement sur des lois écrites depuis un bureau ministériel, le droit du travail se construit aussi par la négociation directe entre les partenaires sociaux. En gros, ça donne le pouvoir aux représentants des salariés et aux employeurs de construire eux-mêmes le cadre de leur relation de travail. Le but, c'est de l'adapter à leurs défis spécifiques. Concrètement, cette négociation, elle se passe sur 3 grands niveaux. Tout en haut, on a l'accord national interprofessionnel, ou l'ANI pour les intimes. Ça traite des grands sujets communs à toutes les professions, comme le chômage. Ensuite, on descend d'un cran au niveau de la branche. La convention collective de branche va déterminer les conditions pour un secteur très précis, genre la restauration ou la métallurgie. Et enfin, au plus près du terrain, l'accord d'entreprise. C'est du sur-mesure pour s'adapter à la taille ou aux défis uniques d'une société spécifique. Troisième partie, faveur contre dérogation. Une tension inévitable apparaît. Que se passe-t-il exactement quand ces accords locaux, fraîchement signés, entrent en conflit direct avec les lois nationales? Historiquement, la règle était assez simple. Ça tenait en un concept, le principe de faveur. Un accord inférieur ne pouvait modifier la loi que s'il était meilleur pour les salariés, comme offrir des jours de congés supplémentaires par exemple. Mais non, le monde évolue, et pour s'adapter à la réalité économique, on voit de plus en plus d'accords dits dérogatoires. Ces accords permettent de contourner certaines règles supérieures. Et oui, parfois de manière moins favorable sur certains points, comme l'allongement de la durée du travail au-delà des 35 heures. Attention, cependant, il faut regarder ça de manière objective. Le but premier de ces accords dérogatoires, c'est pas de pénaliser les travailleurs. Prenez l'exemple des accords de performance collective. L'enjeu, c'est vraiment de booster la compétitivité d'une entreprise qui traverse une zone de turbulence. L'idée, c'est de mobiliser tout le monde autour d'un projet commun pour sauver les meubles, assurer la survie de la boîte et au final préserver l'emploi. Quatrième partie, les négociateurs. On a beaucoup parlé d'accords, mais qui sont les architectes qui détiennent le pouvoir de signer ces textes aux répercussions si massives? Au niveau national, la table des négociations est extrêmement bien structurée. D'un côté, on a les syndicats de salariés, comme la CFDT ou la CGT. Pour avoir le droit de peser au niveau national, ils doivent impérativement franchir un seuil strict, rassembler plus de 8% des voix lors des élections professionnelles. De l'autre côté de la table, les représentants patronaux, comme le MEDEF ou la CPME. Eux, leur légitimité ne se calcule pas en vote, mais en fonction du nombre d'adhésions des entreprises à leurs organisations. Maintenant, si on zoome au niveau local, directement dans l'entreprise, on ne s'improvise pas syndicat du jour au lendemain. Il y a des critères éthiques et mathématiques très stricts. Il faut prouver son respect des valeurs républicaines, garantir une indépendance totale,
avoir une vraie transparence financière, justifier de 2 ans d'ancienneté, bref, il faut montrer patte blanche. Mais tous ces critères nous amènent au plus important d'entre eux. Le point crucial, c'est ce chiffre magique, 10%. Pour qu'un syndicat local soit reconnu et puisse s'asseoir à la table des négociations, il doit absolument capter au minimum 10% des votes dès le premier tour des élections professionnelles. C'est vraiment la clé absolue de la représentation. Pas de 10%, pas de négociation. Bon, une fois autour de la table, comment valide-t-on mathématiquement un accord ? C'est le principe majoritaire. L'accord doit être signé par des syndicats représentant plus de 50% des suffrages. Mais, petite subtilité, si ce seuil n'est pas atteint, il y a un plan B. Des syndicats représentant au moins 30% des voix peuvent signer l'accord, à condition qu'il soit ensuite validé par un référendum direct auprès de la majorité des salariés. On arrive à notre 5e et dernière partie, les exceptions pour les petites entreprises. Parce que tout ça, ça a l'air super organisé pour les grands groupes. Mais qu'en est-il des millions de personnes qui bossent dans des petites structures sans délégués syndicaux ? Eh bien, ça illustre brillamment comment le système s'adapte. Même sans syndicat officiel, la négo doit exister. Dans les toutes petites boîtes, de moins de 11 salariés, l'employeur peut proposer un accord, mais il faut un référendum avec une supermajorité des 2/3 pour le valider. Entre 11 et 49 salariés, ça se fait souvent avec les élus du Comité social et économique, le CSE. Ça prouve que la négociation a lieu absolument partout, de la multinationale à la petite boutique du coin. Face à toute cette complexité, vous vous demandez peut-être comment on est censé connaître les règles qui s'appliquent à notre propre cas. Pas de panique, la loi oblige les employeurs à être hyper transparents. Une notice explicative doit être mise à l'embauche, les textes doivent être dispos sur l'intranet, partagés avec le CSE, et surtout, l'info la plus cruciale doit apparaître sur un document qu'on reçoit tous les mois. Ce qui nous amène à notre petite réflexion finale. La prochaine fois que vous avez un bulletin de salaire sous les yeux, jetez un coup d'œil pour trouver la convention collective qui est obligatoirement imprimée. C'est précisément ce texte-là qui dicte une grande partie de la vie au boulot. Une toute petite ligne sur une fiche de paye qui résume à elle seule toute cette immense mécanique de négociation qu'on vient de voir. C'est quand même fou, non ? Merci infiniment d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.